Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Quand la question Corse s'invite dans la campagne électorale française, les propos du ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, sur une possible autonomie de la Corse a suscité des réactions très mitigées, divisant la classe politique. Plus que quelques heures séparent les Français du premier tour des présidentielles et les tendances se dessinent déjà, donnant un avantage aux partis de droite, comme à l'accoutumée Marine Le Pen, en pole position après Macron, un scénario classique. Mais faut-il vraiment craindre la montée de la droite, notamment le parti de la reconquête de Éric Zemmour? Quoi que l'on dise, ni la crise sanitaire, ni le conflit ukrainien, ni encore les prix du gaz n'auront divisé les Français autant que l'a fait le soulèvement populaire en Corse. La classe politique est scindée entre partisans et opposants à l'autonomie. Entre l'image d'un président complètement reluisé après l'offensive en Ukraine et un Zemmour qui prend ses délires pour une réalité, qui les Français vont-ils choisir? On va en parler ce soir avec nos invités. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant, expert en relations internationales. Merci à vous d'avoir répondu présent, comme à l'accoutumée. Et nous allons en parler également avec monsieur René Naba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste libanais. Merci, messieurs, de nous rejoindre pour parler justement... Pas uniquement libanais. D'accord. Donc, écrivain, journaliste. Donc, merci, messieurs, de nous rejoindre pour en parler justement de ces élections présidentielles. On entame cette émission donc avec ces images des Français qui ont déjà commencé à voter, que ce soit à Montréal ou à New York. On peut le voir sur ces images. Dans le même temps, il faut rappeler aussi que la diaspora française en Chine, elle reste confinée et se retrouve privée de vote pour ce premier tour. Et bien malgré elle, les élections ont vu la Corse, on le disait tout à l'heure en introduction, s'inviter au débat. Avant de commencer à parler proprement dit de ces élections, nous allons voir comment ces élections ont pris un virage corse très inattendu. Monsieur Gamal Abina, la question corse a complètement scindé les débats des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je passe le grand bonjour à René Naba, que je connais. Ensuite, oui, concernant la question corse, effectivement, c'est une question qui est épineuse dans la mesure où Yvan Colonna, qui est donc un indépendantiste corse, a été tué en prison en France sur le territoire national et non pas en Corse, puisqu'il n'a pas pu être incarcéré en Corse comme sa famille le demandait. Les circonstances de sa mort ont été assez troubles en réalité. On sait que c'est un codétenu qui l'aurait tué, d'origine camerounaise, islamisé semble-t-il. Et ce qui a posé problème par rapport à ces questions-là, c'est qu'effectivement, Yvan Colonna, c'est un personnage qui était quand même assez populaire parmi les milieux indépendantistes corses, et qu'aujourd'hui, avec la proposition qui a été faite par les Français, par l'État français en l'occurrence, Darmanin, de peut-être envisager une certaine autonomie pour la Corse, c'est une réponse qui démontre que la panique dans les états-majors français, qu'avec la mort de Colonna, ils savent qu'il y aura des conséquences qui risquent de durer et qu'ils essaient de trouver des solutions à minima pour faire en sorte que ça apaise un peu les tensions en Corse. On a bien compris que d'un côté, il y a une droite dure qui n'a jamais laissé la moindre concession et que la question Corse sera peut-être un élément de tension pour les prochaines municipales. Les propos du ministre français de l'Intérieur Gérard Darmanin sur une possible autonomie de la Corse a suscité des réactions, nous le disions, très divisées des candidats à la présidentielle. Gamal Abina, vous venez de le mentionner, la droite, les partis ont pointé du doigt Macron, dont Valérie Pécresse, qui a accusé Macron de céder à la violence, ce qui n'est pas sain. Monsieur René Naba, elle-même parle de démantèlement de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'en est pas à ce stade-là. La France est en phase d'essoufflement et même en phase de perte d'équilibre. On se souvient que Emmanuel Macron, lorsqu'il a été se rendre en Arabie Saoudite en fin décembre 2021 pour lever l'ostracisme qui frappait le prince héritier saoudien, avait dit la France est un pays, une puissance d'équilibre qui parle avec tout le monde. Or, elle allait en Arabie Saoudite rencontrer l'agresseur du Yémen, disant que la France est en perte de repères et en perte d'équilibre. Elle est en phase de dessoufflement. Elle a perdu la guerre en Syrie, elle a perdu la guerre au Mali, elle est en train de se retirer. Ça lui donne un peu de la rigueur maintenant que Emmanuel Macron est président de l'Union européenne. Ça lui permet de faire une posture diplomatique internationale
durant la guerre d'Ukraine, mais il ne faut pas se leurrer. La France est en perte de vitesse et d'essoufflement. Elle est en perte d'équilibre. On s'en constatera ça après l'euphorie de la fin de la guerre d'Ukraine, qui est d'abord la grande perdante, c'est l'Europe, parce que après tout, on nous dit partout qu'il y a un grand remplacement des basanés, le blanc vont être remplacés par les basanés, et la guerre d'Europe, c'est la guerre entre des blancs, donc ce sont des blancs qui sont en train de tomber encore, ça va affaiblir l'Europe considérablement, et donc après, au réveil, au terme de cette élection présidentielle, qu'on verra que la France est devant un champ de ruines monumental affligé par le Covid, les innombrables dépenses qu'elle a occasionnées à cette occasion pour combattre le Covid, les frais d'intervention au Mali depuis 11 ans, la guerre de Syrie qu'elle a perdue, son exclusion du marché du Pacifique, Indo-Pacifique avec les sous-marins australiens, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Vous savez, la France est le seul pays membre permanent du Conseil de sécurité qui n'a pas pu trouver un vaccin contre le Covid, alors qu'un petit pays comme Cuba a réussi à le faire. Que même l'Iran, la Russie, la Chine, qui sont galvaudés et fustigés, ont réussi à trouver un système immunitaire, alors que la France nous dit l'excellence française, Pasteur, l'avenue Pasteur, l'inventeur du vaccin contre la rage, ça n'a rien donné. La France a été le grand perdant de la mondialisation, la grande perdante de l'européanisation du continent sous l'égide de l'Allemagne, qui est une puissance économique, la grande perdante de la bataille du Covid. Et vous savez, au classement mondial des puissances, la France est une 7e puissance économique. Elle est dévancée par l'Inde, le Japon, l'Allemagne, et de la Chine, ce qui veut dire le Japon et l'Allemagne, qui sont les deux grands vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont réussi à réopérer un redressement et à prendre la tête du groupement des pays industriels, et la Chine et l'Inde, qui étaient au début du XXe siècle, sous domination coloniale occidentale. Donc la France est déjà reléguée à la 7e puissance. Pour peu qu'un grand pays comme le Brésil ou le Nigeria ou l'Inde commence à grimper, ou la Corée du Sud, et la France ne pourra plus faire partie du G7. Elle sera reléguée au G8, à le même niveau que la Russie. Or, le G8, maintenant, elle est déjà, sa position est menacée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que les Anglais réclament et disent pourquoi la France représente l'Europe alors qu'elle n'a plus son empire. Elle a été membre du Conseil de sécurité parce qu'elle avait un empire colonial. Elle l'a plus. Donc, il vaut mieux céder cette place à l'Union européenne. De tout ça, on n'en a pas parlé dans la campagne électorale. Ça a été une campagne électorale affligeante pour des questions d'ego, de remplacement, de fascisme, de droitisation de la pensée qui a aveuglé complètement le débat public français. Très bien. La France qui est sur un champ de ruines, je reprends vos mots, on va décortiquer ces propos dans un petit instant, mais juste avant, j'aimerais qu'on reste concentré sur la question corse. On revient sur les positions des candidats. Marine Le Pen, elle, qui insiste sur le fait que la France doit rester française, loin de tout clientélisme, alors que pour Zemmour, l'identité fière d'une Corse forte doit rester dans une France forte. Yannick Jadot, de son côté, avait parlé d'une autonomie de plein droit et nous remarquons encore une fois la classe politique complètement scindée entre opposants et partisans. Monsieur Gamal Abina, dernière question sur ce chapitre. Est-ce que cette situation aura un réel impact sur le vote des Français ? Non, la Corse n'est pas un enjeu pour les Français insulaires, les Français de l'Hexagone, je veux dire. Ce qui se passe, c'est que simplement, les conséquences. Le problème de la Corse, c'est un problème qui va bien au-delà simplement d'une petite île de beauté qu'on a envie de conserver comme ça pour les vacances. La Corse, c'est surtout un symbole fort par rapport à Napoléon. C'est ça qui fait que les Français ne veulent pas rendre la Corse à j'allais dire à son identité d'origine, qui était plutôt l'Italie ou la Sicile. Enfin, c'est vraiment une île qui n'a rien à voir culturellement avec la France. Mais Napoléon, le personnage qui a conquis l'Europe un temps et qui a été démis par la suite, Napoléon est un personnage dont les Français ne se séparent pas. Tous les grands boulevards sont des noms de ses généraux, toutes les grandes avenues, bref, toutes ces grandes batailles qui permettent de nommer des gares, par exemple, font que la Corse a une symbolique très forte, non pas en termes économiques, ça ne rapporte pas grand-chose, mais en termes culturels et en termes
idéologique. Et donc, effectivement, les Français ne veulent pas les lâcher. Alors, les conservateurs français, on va dire la droite et l'extrême droite, sont arc-boutés et considèrent que toucher à la Corse, c'est toucher à la France. On avait le même discours pendant la guerre d'Algérie, mais surtout, la gauche a tendance à vouloir un petit peu laisser de l'Est avec une autonomie, mais en aucun cas une indépendance. Et les partis corses indépendantistes viennent de boycotter l'élection présidentielle. Donc la seule chose qu'il va y avoir par rapport à l'élection et la Corse, c'est uniquement que les Corses vont être en défiance vis-à-vis de cette fameuse élection, cette rencontre d'un homme et d'un peuple. Cette élection qui a une importance considérable aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les extrêmes sont montés en puissance, 47%, on en parlera plus tard certainement, mais que les Corses ne comptent pas réellement dans la balance. Par contre, ils posent problème en termes de prestige, en termes d'image, en termes d'empire, tout simplement. Est-ce qu'on va vraiment vers une autonomie, comme l'a précisé M. Darban? J'y crois pas une seconde. Ça, c'est juste des effets d'annonce. Ils ont fait le coup à l'époque avec les Kanaks. C'est toujours cette histoire d'autonomie. Après, on propose évidemment des référendums. Après, on achète la population avec des systèmes RSA et autres systèmes d'amortisseurs sociaux, mais en aucun cas une autonomie. J'y crois pas un instant parce que, encore une fois, Napoléon pèse trop lourd dans l'histoire de France. D'accord. Retour donc à ces élections présidentielles. Plus de 48 700 000 électeurs français seront appelés aux urnes les 10 et 24 avril afin de pouvoir choisir justement qui sera porté au pouvoir. On parle d'une campagne inédite pour plusieurs raisons. La crise en Ukraine qui l'a entre guillemets anesthésié, un faible intérêt pour les élections et l'absence de, vous l'avez certainement remarqué cette année, de l'habituelle confrontation des projets entre les 12 candidats en lice. Monsieur René Nabat, est-ce que on pourrait parler d'une campagne inédite? Si oui, qu'est-ce qui ferait de cette campagne justement une campagne inédite? Disons qu'il faut déplorer la pauvreté de l'offre française. Peu se distinguent du lot. Peu. C'est une litote. Il n'y en a qu'un qui se distingue. Les autres, c'est quoi la différence qu'il y a, vous avez un juif pied noir revanchard, Éric Zemmour, qui règle de nostalgie des pieds noirs de l'Algérie française. Il n'a pas encore purgé sa défaite et il se focalise sur l'ensemble il développe un esprit vindicatif plutôt que de surmonter cette crise-là entre la France et l'Algérie pour plaider la réconciliation et l'apaisement des esprits et des cœurs. Oui. D'autres, la seule mérite d'Éric Zemmour, c'est d'avoir bonifié Marine Le Pen, d'avoir présenté comme étant présentable. Tous les autres, vous avez 5 candidats de droite, c'est énorme pour un pays qui a mené une guerre de libération nationale contre l'Allemagne nazie. Le parti gaulliste est réduit à sa portion congrue, il risque d'être éliminé de la vie politique alors que c'était lui qui est à l'origine du redressement de la France. Et c'est le triomphe des vichistes, pétainistes du genre Macron et Marine Le Pen qui le cache, mais elle a été longtemps maréchal pétainiste. On en est à se retrouver, nous, 70 ans après la libération de la France, c'est les vaincus, les collaborationnistes qui sont en train de gagner. Et là, c'est une stigmatisation morale de la France. Mais je voudrais rebondir une chose sur la Corse. Indépendamment du sort qui sera fait de la Corse, il faut analyser la Corse à l'aune de la politique internationale de la France. C'est en cela que ça va être intéressant pour les observateurs internationaux. La France a plaidé pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Rappelez-vous les activités de Kouchner. Pour l'indépendance du Darfour. Elle a démantelé le monde arabe. Pour l'indépendance d'une zone Raqqa dans le nord-est de la Syrie. Elle s'agrippe à la Corse. Donc, et elle s'est refusée à l'indépendance de la Catalogne en Europe. Elle se refuse à l'indépendance de la Bretagne. La France doit mettre ses paroles en conformité avec ses actes. Ou ses actes en conformité avec ses paroles. On ne peut pas plaider partout le démantèlement du monde arabe avec l'indépendance au Sud-Soudan, au Darfour, au nord de la Syrie, au nord de l'Irak et s'accrocher aux tendances indépendantistes sécessionnistes de la Corse, de la Bretagne et des Pays-Bas. Oui. Il faut qu'il y ait une cohérence. C'est en cela que la politique étrangère française pâtit et de la même manière que pâtit aussi de l'image de la France de ses incohérences. Voilà, mais c'est ça, c'est des problèmes qui n'ont
Il est vrai qu'il n'y a pas que la question corse, il y a également la crise en Ukraine qui a beaucoup influencé ces présidentielles. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur René Nabat, la France sur un champ de ruines. Macron s'est presque refait une virginité, je dirais, à retravailler son image. La crise en Ukraine qui a contribué à embellir l'image de Macron qui était carrément en chute libre dans les sondages après la crise sanitaire. Alors cette crise, est-ce qu'elle va jouer sur les urnes, Monsieur René Nabat? Monsieur René Nabat, il semble qu'il y ait un léger souci de communication. On va essayer de vous rappeler dans un petit instant. Monsieur Gamal Abina, je vous repose la même question. Alors cette crise, est-ce qu'elle va réellement jouer sur les urnes? La crise ukrainienne est un bienfait, vous venez de le souligner, oui. Entre autres. Il n'y a pas qu'une crise, évidemment, une succession de crises, mais il y a la première des crises qui était la plus importante, évidemment, c'est la crise économique, dont on ne parle quasiment jamais. La seconde crise qui est intervenue, c'est celle du Covid, effectivement, qui a suivi celle des Gilets jaunes. Donc la France a traversé, M. Macron, 5 ans de calamiteuse mandature. Ça a été très difficile. Je ne sais même pas pourquoi les se représentent, tellement ça a été compliqué. Mais une chose est certaine, c'est que la crise ukrainienne est en plus de la fin de la crise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en fin de crise du Covid, une victoire pour Macron, qui se présente avec la crise du Covid comme étant celui qui a réussi à gérer, et il a relativement bien géré, il faut lui reconnaître cette qualité, cette crise, qui se présente comme étant celui qui a retiré les masques, qui a fait en sorte que tout le monde soit vacciné, ou quasiment, qu'on ait réouvert les espaces de vie, je veux dire les restaurants, les cinémas, qu'on ait plus ces contraintes qu'on a obtenues. Donc en général, les Français, avec une mémoire courte, ont le sentiment que, effectivement, c'est le libérateur de la France, qui a vaincu le Covid. Et là-dessus, ça fonctionnait. Ensuite, il se présente, en étant président de l'Union européenne sur la présidence tournante, comme étant le négociateur direct de Poutine. Bien que sa tentative de négociation ait été un échec, il garde toujours un lien avec Poutine et continue à discuter. Et ça, c'est perçu par les Français de façon très positive, parce qu'effectivement, un sondage a révélé que les Français ont le sentiment que les Russes, quelque part, se défendaient. Donc déjà, ça veut dire que les Français ne sont pas foncièrement anti-russes, mais surtout que le fait que Macron garde une posture plutôt équilibrée, contrairement par exemple à la Pologne qui est très très agressive, les États-Unis qui sont dans l'insulte ou l'invective, et puis le reste de l'Europe qui a beaucoup de mal à se positionner, sauf les Allemands bien évidemment qui ne veulent pas de tension, eh bien les Français passent pour des modérés, pour des modérateurs. Et ça profite clairement à Macron dans sa campagne, parce que en plus de cette façon de vouloir récupérer, j'allais dire, accueillir massivement tous ces réfugiés ukrainiens avec des dispositifs qu'on n'a jamais vu nulle part depuis la Seconde Guerre mondiale, il montre aussi l'image de quelqu'un de modéré, d'un chef d'État. Et c'est ce que les Français aiment voir. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs, dans les sondages, il était déjà en train de remonter après l'ouverture, après la suite du Covid, donc après l'ouverture la restriction des interdictions liées au pass sanitaire. Et surtout qu'il est monté en puissance avec cette posture qui s'est montrée d'un chef d'État international qui essaie de gérer au mieux les affaires de l'Europe. C'est ça, un chef d'État international. Et justement, beaucoup de candidats ont énormément surfé sur la vague de la crise sanitaire, mais également de la crise en Ukraine. Est-ce que c'est suffisant pour prétendre à la magistrature française? Monsieur René Nabat, vous venez de nous rejoindre une nouvelle fois. Il faut beaucoup plus que ça. Le problème, c'est qu'il y a très peu qui ont une dimension internationale dans ce débat. Éliminons Lassalle, Jadot, c'est rien. Et il reste que très peu finalement. Il y a Macron, parce qu'il a déjà l'expérience de vous voir pendant 5 ans et puis son carrière, et aussi surprenant qu'il s'appelle, un homme de gauche et qui a une dimension internationale et écologique, c'est Jean-Luc Mélenchon. Son discours est un véritable discours d'homme d'État. Je ne suis pas là pour faire la propagande des uns et des autres, mais les autres sont affligés d'une indigence mentale et intellectuelle. Les discours de Jean-Luc Mélenchon sont d'un discours d'un homme d'État qui a une vision globale. C'est le seul et l'unique depuis 2 campagnes électorales qui parle de la dimension de la France en tant que puissance maritime. La France est la 3e puissance maritime au monde. Les océans sont le demande de conquête du futur avec les exploitations du sous-sol, de la richesse et de la nourriture, de l'alimentation de la planète. Eh bien, la France néglige tout ça. Et la France a négligé le Pacifique. Elle a été écartée du Pacifique sans qu'on pose un problème, ni un débat à l'Assemblée nationale, ni on interprète, ni on interpelle le gouvernement sur sa faillite de sa gestion avec l'Australie. Il n'y a pas de débat de politique nationale, ni à l'Assemblée, ni ailleurs, ni dans le débat. La population est conditionnée par des médias de consensus
qui sont généralement détenus par des grands groupes industriels adossés aux commandes de l'État. Donc tout se tient. L'État défend les grands groupes industriels qui défendent l'État par alors une politique. Donc tous les pensées dissidentes sont criminalisées. Cela s'est passé en Syrie, ça se passe au Mali. Au Mali, je ne comprends pas comment on a pu gérer ça sans qu'on se pose la question de la responsabilité de Nicolas Sarkozy dans la destruction de la Libye et donc la déstabilisation corrélative du Mali par son alliance, lui, le pays de la laïcité, la France, avec le Qatar, le parrain des frères musulmans. Il y a des incohérences. Tous les débats de fond de la politique française sont occultés. On se regarde dans la glace, la France est grande, la France en est la patrie des droits de l'homme. C'est quoi la patrie des droits de l'homme? À un moment donné, il faudra que quelqu'un dise, c'est quoi cette patrie des droits de l'homme qui s'est permis d'avoir un code noir et un code de l'indigénat, qui sont des codes établis selon des bases de classification gobino-darwinistes qui sont contraires au principe de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il y a un très mal profond en France. Et c'est pour ça qu'il y a des crises subentrantes avec l'Algérie, parce qu'on a gardé l'impensé colonial, on l'a jamais purgé au bout. On va dire, regardez en face, on a fait des bêtises, tournons la page et promettons-nous de ne pas recommencer. 4 pays africains ont eu des manifestations anti-françaises dernièrement contre la France. Au Mali, même au Sénégal, l'enfant chéri, la France, le Sénégal, le Burkina Faso. La France doit s'interroger. Tous ces débats-là n'ont pas eu lieu. On parlait de quoi actuellement? Uniquement la Russie, parce que c'est l'Occident qui a le monopole de décréter qui est l'ennemi, le bien et le mal, alors que c'est l'Occident qui a été le seul continent au monde à avoir utilisé l'arme atomique à 2 reprises contre un pays d'Asie, le Japon. L'Occident, les États-Unis ont été l'unique pays au monde à avoir fait un usage massif des gaz chimiques avec l'agent orange au Vietnam, mais on criminalise tous les autres pays qui ne sont pas de l'OTAN. Ces débats-là n'ont pas eu lieu. Il faudrait qu'il y ait une lecture fractale de l'histoire de la France, et c'est pour ça que j'interviens sur la télévision, sur un média algérien, pour vous inciter à induire une réflexion future sur vos relations avec l'Algérie, votre relation avec la France, à partir d'une lecture fractale et de lui pointer les non-dits de la France. Comme ça, vous aurez un dialogue très positif au lieu de faire des récriminations réciproques. Prenez ses propres comportements et renvoyez-lui à sa propre face ses propres méfaits pour qu'elle ait un sursaut de conscience et se livre à une analyse critique de son comportement passé pour éviter la commission des erreurs futures. Merci, monsieur René Nabat. Et on l'a bien compris. Pas monsieur. Je suis journaliste, je ne suis pas un monsieur. Très bien, René. Merci René. Donc on l'a bien compris, vous avez imagé le mal profond de la France. Monsieur Abina, est-ce qu'on peut corréler ce mal profond avec le fait qu'il existe aujourd'hui 4 partis de droite pour ces élections? Et comment expliquer déjà la présence de 4 partis de droite? Déjà, il faut être très précis, c'est 3 partis d'extrême droite, un parti de droite qui s'extrémise, effectivement. Alors, la France est le pays, vous le savez très bien, de Voltaire et de Rousseau. Mais c'est aussi, et c'est bien que René Nabat le rappelle, le pays de Gobineau et de Drummond, l'antisémite. Donc, c'est un pays qui a effectivement des courants qu'il traverse. C'est celui qui a inspiré indirectement le nazisme en Allemagne, à cause du traité de Versailles, mais surtout des idéologies qui étaient nées ici, malheureusement, le racialisme et l'essentialisation des peuples, la raison qui a conduit à des extrémités aussi dans la pensée du rapport à l'humain, quand on a voulu faire du naturisme, donc on a classé les peuples entre eux, les races entre elles, comme ils les appelaient à l'époque. Donc ce pays est traversé par plusieurs courants idéologiques très forts. C'est un pays qui a provoqué une révolution qui a eu des conséquences extraordinaires à travers le monde, puisque la République a été réinstallée en Europe par la France. Donc tout ça, ça a donné des conséquences très lourdes et en même temps des fractures très lourdes. Et c'est bien de rappeler que la France est un pays qui est pétri de contradictions. C'est pas le pays des droits de l'homme, ça c'est une bêtise. C'est le pays où on a déclaré les droits de l'homme, c'est nuancé. C'est-à-dire que la déclaration ne veut pas dire que ça vous appartient. C'est une déclaration qui était vouée non seulement à la population française et aux citoyens, mais au reste du monde comme modèle. Et aujourd'hui, la France a 4 partis effectivement de droite ou de droite très dure, voire d'extrême droite, qui s'expriment. Alors je voudrais exprimer aujourd'hui, puisque je suis algérien d'origine, avec ma première carte de nationalité était algérienne, donc les choses sont très claires,
le décor est planté. Un propos tenu par ce qui a été à tort appelé par René Labat un juif pied noir. Ça n'est pas un pied noir, c'est un juif algérien. Les pieds noirs, c'est les Européens. Donc lui, il n'a rien à voir avec l'Europe. Et donc ce juif algérien a dit plusieurs fois dans des médias, des bêtises assez extraordinaires, dont une qui m'a fait rigoler récemment. Il a dit que le mot Algérie était inventé en 1836, sous-entendu par la France. Or, si ce monsieur est un petit peu cultivé, ce qui n'est pas, c'est une réponse que je veux donner aux Algériens pour qu'on ait enfin une réponse sérieuse. Le mot Algérie est un mot qui commence par un AL, donc un mot d'origine arabe, comme alchimie, comme alcouve, comme alcool, comme beaucoup de mots comme cela, algèbre. Déjà, c'est la première piste de réflexion. Et ça vient d'un mot d'origine arabe transformé par les Espagnols, El Jazair, El Jazira, donc les îles. Et donc, quand M. Zemmour s'exprime et affirme des choses aussi ridicules parce qu'il a peu de culture, et je maintiens je dis haut et fort, il a peu de culture, il fait partie effectivement de ces gens d'extrême droite très peu cultivés, il vous assène des vérités devant des gens qui sont souvent ignorants et qui finissent par accepter ce genre de stupidité. Eh bien, malheureusement, la France se fait balader par des gens d'extrême droite qui leur réécrivent l'histoire, comme tout à l'heure l'a dit René Labat, Madame Le Pen qui devient gaulliste alors que son père était son pire ennemi, il aurait voulu la mort de Gaulle, que les gens qui ont fondé le Front National viennent souvent des anciens nazis, des anciens pétainistes, mais surtout des anciens de la guerre d'Algérie, de l'OS et de tous les courants terroristes qui existent en Algérie. Et donc tout ça pour dire que la France, effectivement, a 3 partis qui correspondent en gros dans les sondages et 47% d'extrême droite, donnaient des leçons aux Allemands très longtemps et trop longtemps, alors que finalement le pays qui a le plus d'extrême droite au monde aujourd'hui, c'est la France. Pourquoi ? Parce que le pays va pas bien, comme en Allemagne dans les années 30, 6 millions de chômeurs, un problème de personnalité, d'identité nationale qui a été relevé plusieurs fois d'ailleurs, un problème effectivement par rapport à une minorité importante, 5 à 6 millions d'étrangers, et un problème effectivement qui est lié à une radicalisation des débats parce que Le Pen a remporté la mise. Il a réussi à distiller dans l'esprit des gens que la problématique en France c'est l'immigration et ce n'est pas le problème de la finance internationale. Et donc c'est très lâche de la part de ces dirigeants d'attaquer ces fils et filles d'immigrés qui ne peuvent pas se défendre, qui ne sont pas représentés nulle part, qui n'ont pas d'organisation ni de lobby. Et c'est beaucoup plus lâche encore de se dire on ne va pas attaquer la finance internationale Wall Street qui fait du mal à la France et qui délocalise nos entreprises. Donc effectivement, la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est pourquoi l'extrême droite est aussi puissante ? La réponse, c'est parce que malheureusement, les leaders des partis classiques ont été trop lâches pour étouffer le discours d'extrême droite et pour aborder les questions économiques telles qu'elles auraient dû être abordées dès le départ. Quand on parle de politique, les Français, depuis des années, éprouvent de la méfiance, environ 40% selon les sondages. René Labat, pourquoi, d'après vous, les Français ressentent-ils de la méfiance ? Pourquoi est-ce que la politique leur inspire la méfiance ? 40%, ce n'est pas négligeable. Monsieur, je pense qu'il y a eu une nouvelle fois un problème de communication. Gamal Abina, même question. Pourquoi la politique inspire la méfiance en France ? C'est très simple, vous savez, il suffit de se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'histoire. La chute en 89 du mur de Berlin, le 9 novembre 89, a conduit à la chute des espoirs à l'Est, à la chute d'un idéal qui se voulait beaucoup plus socialisant, beaucoup plus égalitariste, et c'était une sorte d'idéal de rêve utopique qui avait été développé par Lénine, Staline par la suite, dans les mauvaises proportions, mais surtout par le marxisme, qui se disait qu'il fallait en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme et faire en sorte qu'on redistribue les richesses de façon égale. Donc cet espoir d'un socialisme ou d'un communisme qui pouvait libérer les peuples, et ça a été vrai un temps d'ailleurs, cet espoir s'est effondré avec la chute du mur de Berlin, 3 ans après d'ailleurs Tchernobyl, donc c'est tout a un lien en vérité. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont dit, la gauche finalement, qui était une sorte de faux espoir, n'a pas beaucoup de poids et ne pèse pas grand-chose. Il vaut mieux parier sur le traditionnalisme, sur le repli identitaire, sur le capitalisme simplement, puisque c'est lui qui était triomphant. Et ils ont commencé à être désabusés. Ensuite, deuxième aspect, c'est que la plupart des hommes politiques qui se sont succédés font des promesses, malheureusement, n'ont pas les moyens de les tenir parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour ça, et finissent par mentir à leur population en ne tenant aucun engagement. Et ça, c'est un désaveu de la politique en général qui fait que la majorité des Français, et plus particulièrement les jeunes d'ailleurs, ne votent plus du tout, sont en rupture avec le monde politique parce qu'ils considèrent que ce sont des manipulateurs, des menteurs et des incapables. Et c'est le sentiment général qui reste. La dernière fois, on a vu un homme politique qui a apporté un petit peu d'espoir, c'était Chirac en 95. Très peu de temps après, il fait les essais nucléaires, ce qui était une catastrophe en termes d'image. Mais Chirac donnait un vent vraiment de renouveau, un peu à dans le style gaullisme, qui donnait le sentiment que cet homme était un type sympa et qu'on pouvait lui faire confiance. Il n'a pas su gérer la politique nationale, il était bon à l'international. Bilan des courses, les Français n'ont plus
plus confiance à la politique française et aux politiques en général. Macron, d'après les derniers sondages, reste stable avec en tête plutôt avec 26,5%, devant Marine Le Pen à 23%. Et en troisième position, on a Mélenchon qui ne bouge pas de sa troisième place avec 16,5%. Dernière question, Monsieur Abina. Alors, est-ce qu'on va vers un deuxième tour 2017 bis ou est-ce que d'après vous, Zemmour va peut-être créer la surprise cette fois-ci? Alors Zemmour n'a aucune chance de gagner pour deux raisons simples. La première, d'abord parce qu'il n'a pas de programme. J'ai lu son programme, c'est pathétique de nullité. Ça correspond bien au personnage. Donc Zemmour, c'était juste une variable d'ajustement qui était destinée à fragiliser Le Pen et la droite de Pécresse. D'ailleurs, ça a marché sur Pécresse puisqu'elle s'est effondrée. Ensuite, je ne crois pas une seconde à ce bis repetita. 2017, déjà, on avait une surprise de taille. Les gens l'oubliaient. C'est que Mélenchon, qui avait très mal démarré, avait fini à 13% dans les intentions de vote et a fini à 19% aux élections. C'est-à-dire qu'il y a eu un saut de 6 points, ce qui est considérable. Et que là, il y a un phénomène monumental qui est en train de s'opérer en France de la part de l'immigration, particulièrement musulmane, puisque Mélenchon a fait un travail beaucoup dans cette direction. C'est que l'immigration musulmane qui a fait chuter Sarkozy dans un vote de défiance, en votant pour Hollande, fera de même en faveur de Mélenchon. Ça ne veut pas dire que Mélenchon gagnera, parce que Mélenchon ne peut pas gagner au second tour. Il y aura un front républicain contre lui en le prenant pour un fou, ils vont sortir des dossiers, bref. Non, Mélenchon, il risque de l'emporter face à Le Pen et ça peut être la surprise, effectivement, de cette élection. Quant à Marine Le Pen, elle a, pour elle, effectivement, une sorte de vent de sympathie parce que la trahison de pas mal de ses cadres et particulièrement de sa nièce donne le sentiment que finalement, cette pauvre victime, qui elle-même a été à la traîtresse de son père, faut le rappeler, finit par avoir un discours qui est audible dans une période de crise très prononcée. Mais c'est pareil pour Marine Le Pen, elle a fait des efforts politiquement, elle a reculé sur des questions identitaires, elle a reculé sur les questions de reconduite à la frontière ou de double nationalité. Il n'en demeure pas moins que Marine Le Pen reste la fille de son papa et que quoi qu'il en coûte, la plupart des cadres qui l'entourent sont des gens très extrêmes, pour pas dire extrémistes ou violents, qui, s'ils arrivent au pouvoir, risquent de provoquer de vraies tensions à l'intérieur de la communauté française, qu'elle soit d'origine française ou d'origine étrangère d'ailleurs. Réponse demain, donc à partir de 20h, on aura donc les résultats de ce premier tour des présidentielles en France. Merci Monsieur Gamal Abina d'avoir été parmi nous pour cette émission. Je le rappelle, vous êtes journaliste indépendant, expert en relations internationales. Et merci à Monsieur René Naba, avec qui on a eu un petit problème de communication, qui était présent avec nous également. Il est écrivain, journaliste. Et merci à vous de votre attention. À 18h, le journal télévisé présenté par Riyad Lahri. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Al 24 News. Sahaf Turkom.